Connaissance. Recherche. Sciences. Des sciences mathématiques. Théorie. Physique. Philosophie. Conférences. Archéologie. Nature. Que f de qui n-1 phi n est majoré par une constante, parce que f est borné, ça c'est ma nouvelle hypothèse. Donc en fait c'est un C0 ici, c'est C0 qui est là-bas. Donc même si qui n avait le mauvais goût quand n bouge de devenir de plus en plus grand, on s'en fout parce que f est borné. Donc, si je fais cela, à nouveau le principe de comparaison des solutions lorsqu'on compare les potentiels, eh bien, me dit tout de suite que phi n est minoré. Je recommence par phi bar, mais maintenant j'ai un truc qui ne dépend pas de n, donc c'est d phi bar sur dt moins 1,5 de Laplacien phi bar plus C0 phi bar égale à 0, avec phi bar à l'instant initial qui est égal à e puissance moins u0. Et ça entraîne bien que phi bar est minoré par un 1 sur c qui est indépendant de n. Et là, maintenant, j'ai refait la même démonstration, mais vous voyez que la minoration de phi, si f est croissante et que je n'ai pas de l'information sur qui n, bien. Alors, dans le cas général, il faut s'en tirer par un processus décroissant, c'est-à-dire qu'en calant bien les qui, on peut avoir une suite décroissante de solutions. Donc, ça donne des bornes automatiques. Mais le cas borné nous suffira largement, et par approximation, j'aurais démontré le théorème dans le cas général. Alors, donc, là, où en est-on? On a simplement défini un algorithme. Je vais effacer les informations. Et obtenu et démontré que pour cet algorithme, en faisant la simplification que la non-linéarité est bornée, les phi, les qui qu'on obtient à chaque étape, tout ça, c'est uniformément borné. Et si c'est uniformément borné, comme c'est une équation de la chaleur, c'est uniformément régulier. Donc, estimation a priori, ça entraîne que les phi n et les qui n sont uniformément réguliers. Donc, si vous voulez, comprendre ce que fait cet algorithme, c'est vraiment comprendre ce qui se passe dans les évolutions au cours de n. Ce n'est pas un problème de bornes, de savoir si on a des bornes C1, C2. On a toutes les bornes qu'on veut. Donc là, maintenant, on définit une sorte de système dynamique discret à travers ces algorithmes bizarres. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il ne part pas dans le décor, qu'il ne se met pas à osciller et faire des choses bizarres. C'est pourquoi ils convergent. Ce n'est pas un problème d'obtenir des estimations a priori. C'est plus le jeu non linéaire qu'il y a dans le problème. Donc, si vous voulez, on va éliminer complètement les aspects de dp et démontrer, donc c'est 3.1, c'est l'algorithme. Et la dernière étape, ça sera de démontrer la convergence de l'algorithme. Alors, à plusieurs reprises, je me suis servi de cette remarque, je m'en suis servi précédemment, et je m'en suis servi encore systématiquement pour obtenir les estimations a priori. Je m'en suis servi parce que je m'en suis servi de quelle manière? En disant que la fonction de ψ1, c'était un certain potentiel fois ψ1. Un cas particulier ici, c'est d'écrire que F1, que les Fi, c'est un certain potentiel VI, que Fi de Z, c'est VI fois Z. Je vous répète, c'est les Z ici, c'est pour Z positif ou nul. On n'a que des solutions positives ou nulles. Eh bien, évidemment, F1 plus petit que F2, c'est V1 plus petit que V2 si Z est positif ou nul. Donc, comparer les potentiels, c'est comparer les F, et ça veut dire que les psi vont dans l'autre sens. Donc ça, c'est toujours de cette remarque, dans un cadre linéaire, dont je me sers dans tous les résultats de comparaison. Donc ça, c'est une remarque bien connue, mais là, vous voyez, je m'en suis déjà servi une vingtaine de fois. Et ce n'est pas fini.
Donc si vous n'avez pas suivi tous les détails sur les estimations a priori, à nouveau, ce n'est rien d'autre qu'un jeu basé sur cette remarque et des fonctions linéaires. Bien. Alors, maintenant, je vais passer à la dernière étape de la démonstration. On sait qu'on a toutes les estimations a priori qu'on veut. Et maintenant, ce que l'on veut comprendre, c'est la convergence. Et je vais faire ça par un argument de monotonie. Donc, j'en suis à la quatrième étape de la démonstration. Bon, je fais convergence de l'algorithme. En fait, je vais démontrer une propriété qui va à la fois entraîner le principe de comparaison et la convergence de l'algorithme. Donc, je vais faire l'observation suivante. C'est que si je fais à la fois croître U0 et j'insiste bien, et Q0, donc U0 c'est sur la monotonie, Q0 c'est sur l'initialisation de l'algorithme. Donc si je remplace U0 par une autre fonction qui est partout plus grande que U0, si je remplace Q0 par une autre fonction qui, elle aussi, est partout plus grande que Q0, à ce moment-là, pour tout n, Qn est une fonction croissante et phi n est une fonction décroissante. Alors ça, si l'algorithme converge, ça démontrera le théorème. Si l'algorithme converge vers la démonstration, vers la solution, ben, j'aurais bien démontré que si U0 croît, qui croît et phi décroît, par passage à la limite. Mais en plus, en jouant sur le Q0 et en jouant sur des bonnes initialisations, ça me permettra de démontrer la convergence. En sandwichant n'importe quelle suite par une suite décroissante en qui et une suite croissante en qui. Et dont on saura qu'elle converge vers l'unique solution, et donc tout ira vers la solution. Donc cette propriété va permettre de tout établir d'un coup. Alors, pour l'instant, regardons-la tranquillement, et évidemment, on raisonne par récurrence. Mais c'est pratiquement l'argument que j'ai fait tout à l'heure déjà. Donc, soyons précis. Si U0 croît, alors il faut quand même mettre, je vais dire, U0 plus petit que U0 tilde. Je prends deux conditions initiales. Q0 plus petit que Q0 tilde. L'hypothèse de récurrence sera donc de dire qu'à l'étape n-1, phi n-1 est supérieur ou égal à phi n-1 tilde, et que Qn-1 est inférieur ou égal à Qn-1 tilde. Voilà où on en est. Et la question que je me pose pour bien établir cette propriété, la question qu'il me faut établir, ce qu'il me faut établir, c'est que phi n est bien minoré par phi n tilde et que Qn est bien majoré par Qn tilde. C'est bien ça que je veux démontrer. Avec des notations évidentes, je change la condition initiale, je mets des tildes, je change l'initialisation de l'algorithme, c'est Q0 tilde. Q0, c'est une fonction strictement positive de x et de t, quelconque. Je change l'initialisation de mon algorithme de manière monotone. Bon, et je note avec des tildes ce que me produit le même algorithme pour ces nouvelles initialisations. Et pour cette nouvelle initialisation et cette nouvelle condition initiale. Bien. Alors, c'est toujours la même observation. Regardez, le f qui est là, la fonction qui est ici. J'ai d'un côté une fonction pour définir f de Qn-1 phi n fois phi n. Ben, j'ai d'une part une fonction de z qui est f de Qn-1 z fois z,
Hein, ça, c'est la non-linéarité qui me définit l'équation en phi n. Et puis, l'autre non-linéarité, je devrais l'écrire avec un tilde, si vous voulez, pour être plus cohérent, c'est f de qui n moins 1 tilde fois z, z. Je répète que z est positif, et que mon hypothèse de récurrence, c'est que qui n moins 1 est plus petit que qui n moins 1 tilde. Mon hypothèse de travail, c'est que f est croissante. Et donc, si f est croissante, ça veut bien dire que f1 est plus petit que f2, comme fonction. Si f1 est plus petit que f2, je me sers à nouveau de la remarque, et j'en déduis tout de suite que, effectivement, phi n est supérieur à phi n tilde. C'est l'argument de consistance que j'avais établi tout à l'heure, hein, quand je vous ai dit si les phi croient, alors si les phi décroît, alors qui croit, si qui croit, alors phi décroît. Ben, on le retrouve ici. Ensuite, vous regardez cette fonction de qui n, elle dépend de phi n. Mais si phi n décroît, cette fonction, elle décroît. Mais si la fonction décroît, les solutions croissent. Et c'est bien pour ça que l'on a démontré que qui n est plus petit que qui n tilde. C'est exactement le même argument que ce que j'ai déjà démontré tout à l'heure, à savoir que le fait que les phi décroissent entraîne que les qui croissent. Donc, ce que j'ai fait tout à l'heure, modulo cette remarque dont je me sers à nouveau à 2 reprises, eh bien, m'entraîne que effectivement toutes les étapes de mon algorithme sont monotones par rapport à un accroissement du U0 et un accroissement du qui. Bien. En particulier, si l'algorithme converge, on aura démontré le théorème de comparaison. Parce que si l'algorithme converge vers une solution du problème, eh bien, à la limite, j'ai bien que qui et phi sont des fonctions respectivement croissantes et décroissantes de la condition initiale U0. Donc la seule chose qui me reste à établir, c'est démontrer la convergence. Et pour ce faire, je vais à nouveau me servir donc maintenant reste à établir la convergence. Donc je garde le U0, donc là maintenant je fixe U0, et je vais simplement dire que Ki0 est compris. On a obtenu une majoration universelle, hein, c'est C0, c'est les bornes indépendantes sur les Ki, hein, indépendantes de n. Bon, ben ça va me donner une première initialisation, à savoir 0. Et ça va me donner une deuxième initialisation que je vais noter avec une barre en dessus, qui est 0 bar. J'en déduis bien sûr par les itérations de mon algorithme des phi n bar, qui n bar avec les barres en dessous, et des phi n bar et des qui n bar avec des barres au-dessus. Et là, l'observation précédente me dit que comme les qui 0 sont comparables, eh bien, je sais que mes qui n sont coincés entre les qui bar n bien. Et je sais également que les phi n sont coincés entre... Là, il faut mettre les barres en sens inverse. Bien. Et donc, démontrer que qui n phi n converge vers la solution du jeu à champ moyen, ben, ça sera automatique si je démontre que les deux algorithmes extrêmes convergent. Bien. Et enfin, pourquoi c'est facile de démontrer que ça converge? Ben, c'est parce que l'algorithme qui part avec des barres en dessous, il est croissant, et que l'algorithme qui part avec des barres en dessus, il est décroissant sur les qui, et à l'inverse sur les phi. Alors pourquoi ça c'est vrai?
Ben, c'est un algorithme, c'est-à-dire qu'on fait toujours la même chose. Donc, à partir du moment où on observe que Ki1 bar est inférieur ou égal à Ki0 bar, le principe que j'ai indiqué ici entraîne automatiquement que Kn plus 1 bar est inférieur à Kn bar. Et d'ailleurs que Kn plus 1 bar est supérieur à Ki bar n. Et de la même manière, le fait que Ki1 bar soit supérieur à Ki0 bar entraîne automatiquement que les Ki bar n plus 1 soient supérieurs à Ki bar n et Phi bar n plus 1 soit supérieur à Phi bar n. Donc c'est des vieux arguments, tout ce que je suis en train de vous raconter, de points fixes monotones. À ceci près que là, j'ai des doubles suites et que ça marche, alors que d'habitude, ça ne marche pas. Alors, oui, parce qu'effectivement, l'algorithme qui démarre de Ki bar 1, c'est l'algorithme de Ki bar 0 décalé d'un cran. Hein. Donc, effectivement, si initialement, et c'est pour ça que j'ai pris ces conditions initiales, bien, je sais tout de suite qu'à partir des barres en dessus, c'est décroissant pour les Ki, et à partir des barres en dessous, c'est croissant. Donc, vous comprenez bien maintenant comment on peut obtenir des estimations a priori. Hein. Si on sait caser, à partir de la solution, si on sait caser une sursolution. Et ça, c'est des hypothèses beaucoup plus souples, beaucoup plus faibles que la croissance de f, que la bornitude de f. Alors, effectivement, là, j'en ai déduit des suites qui convergent. Hein. Là, tout de suite, on sait que toutes ces suites convergent. Donc, ça veut dire que le Ki bar n, il converge, on a toutes les estimations a priori qu'on veut, dans tous les espaces qu'on veut, il converge vers un certain Ki bar, le Phi bar n, il converge vers un certain Phi bar, le Ki bar avec des barres en dessous, il converge vers un certain Ki bar avec des barres en dessous, etc., etc., etc. Et maintenant, la définition même de l'algorithme vous dit qu'avec les barres en dessus et les barres en dessous, c'est des solutions de ce système-là, c'est fait pour. Mais des solutions de ce système-là, c'est des solutions des jeux H moyens, et on a unicité. Donc c'est par passage à la limite, solution de MFG. MFG est réécrit comme je l'ai fait tout à l'heure, donc unique. Et donc on a bien démontré que quelle que soit l'initialisation, ça converge vers la bonne solution. Si ça converge vers la bonne solution, bien, on a d'une part démontré qu'on avait un algorithme qui converge, ce qui est toujours utile, y compris éventuellement du point de vue numérique. Et deuxièmement, que sait-on de plus? Bien, ce qu'on en déduit, c'est qu'on a le principe de monotonie. Alors, le principe de monotonie, hein, sur lequel que j'ai énoncé, je le répète, on peut contourner la démonstration que je viens de faire en gardant l'essence de l'argument en se dispensant d'un algorithme. Ça, c'est possible. Mais finalement, les étapes essentielles seront les mêmes, et autant voir un algorithme, parce que comme ça, on a aussi une manière constructive de regarder ce système d'équations. Au passage, vous voyez qu'on a obtenu des informations beaucoup plus précises sur la monotonie qu'il y a dans le système, et que certes, il y a une monotonie sur la partie Hamilton-Jacobi, sur le critère optimal, mais il y a aussi la monotonie cachée dans le M, et de manière très non linéaire. Malheureusement, d'extraire cette monotonie très non linéaire, cette monotonie à l'intérieur du M qui est cachée de manière très non linéaire, ça, on sait le faire uniquement dans le gradient U carré, parce que c'est là on fait des calculs. Observez qu'on l'a fait aussi la semaine dernière. La semaine dernière, quand dans le cadre d'un Hamiltonien ici général, mais pas de Laplacien ici, eh bien, on s'était débarrassé du M, on avait écrit que M, c'était une fonction de U, et c'était ça qui avait donné de l'information. Donc, dans les deux cas de figure, on se sert du U ou du phi pour le M et pour travailler globalement. Donc, c'est clairement une propriété globale du système, et bon,
et qu'on ne peut pas facilement découpler en une équation et l'autre. En tout cas, sans auparavant avoir fait des manipulations, qui sont totalement différentes dans les deux cas que j'ai montrés. Dans le cas déterministe, manipulation pour avoir une équation scalaire elliptique horriblement non linéaire. Ici, c'est une autre manipulation pour regarder un système d'équations semi-linéaires paraboliques forward-backward. Bon. En général, écoutez, je ne sais pas trop. Alors, je voudrais revenir un peu en arrière. Oh, ça va, j'ai du temps. Si je finis avec quelques minutes d'avance, personne ne s'en plaindra. Que dire de plus là-dessus? Alors, j'ai bien parlé de monotonie par rapport à la condition initiale. Une monotonie par rapport à f, j'ai indiqué qu'il y avait des résultats, oui, des résultats, mais c'est compliqué. Donc, je ne vais pas rentrer là-dedans, je commence à fatiguer. Mais en tout cas, je veux juste vous montrer que si vous pensez que vous avez une fonction de x ici, et que vous rajoutez à f une fonction de x, eh bien ça ne marchera pas. C'est-à-dire que la monotonie ne va pas fonctionner dans ce cas-là. Pourquoi? Parce que imaginez que f croisse, comme fonction de x. Je rajoute une fonction positive. Ça a tendance à diminuer phi. Bien. Mais ensuite, vous êtes coincé parce que vous voudriez dire que le f diminue. Mais le f, bien sûr, il dépend de phi, donc il a tendance à diminuer à cause du phi, mais il a tendance à croître parce que j'ai rajouté du x. Donc il y a deux effets opposés qui sont, d'une part, j'ai rajouté du potentiel dans la dépendance en x, et d'autre part, j'ai baissé ce potentiel à cause du phi, et donc on ne sait rien dire. Et de fait, je vais vous donner un exemple qui montre que ça ne marche pas. Ce n'est pas simplement que ce n'est pas vrai. C'était la remarque d'ailleurs de Claude qui ne comprenait pas en fin de séance la semaine dernière en disant mais si la monotonie était vraie, complète, avec un rajout d'un potentiel positif à ce niveau-là, bien il suffit de mettre ici un epsilon devant et on devrait avoir la propriété dont on a établi la semaine dernière qu'elle était fausse. Donc déjà, on sait tout de suite qu'on ne peut pas avoir une monotonie complète par rapport à f. Bien. On voit aussi que ce que je disais la semaine dernière sur des monotonies, s'il y a des termes supplémentaires en M, ça va marcher aussi ici. Bon, et ça c'est cohérent. Donc de rajouter des non-linéarités dans l'équation en M, ça c'est bon. OK. Alors, que dire d'autre? Peut-être un mot... Ah oui, il y avait une remarque qui est une remarque classique sur les équations, j'ai malheureusement effacée, je vais la réécrire. Bon, alors ça c'est... Ouais. En fait, ceci est une conséquence plus générale du fait suivant, c'est que je vais enlever les 1, je vais mettre ici un phi, et puis pour phi 2, je vais mettre un psi. Et je vais mettre inférieur ou égal à 0. Donc, si j'ai une sous-solution pour une équation parabolique semi-linéaire, eh bien, cette sous-solution est en dessous de la solution, entre n psi plus petit que phi. Ça entraîne bien la remarque que j'ai démontrée, que j'ai signalée,
puisque F1 est plus petit que F2. Donc, si je prends l'équation, si je prends psi égale phi2, eh bien, j'ai égal à 0 avec F2, mais F2 est supérieur à F1. Donc, avec F1, ça fait inférieur ou égal à 0. Donc, une sous-solution est en dessous d'une solution. Bon. Alors, donc là, j'ai des fonctions bornées, c'est tout ce que vous voulez. Je voudrais éviter de faire une démonstration trop compliquée. Donc tout ça, c'est des solutions bornées. Et je suppose que f, pardonnez-moi, j'aurais dû dire ça, f est toujours une fonction régulière. Hein. Bon, alors, bien entendu, je sais que f de psi est a priori que f de psi moins f de phi, alors c'est dans quel sens? Que f de psi est supérieur à f de phi moins L, phi moins psi, partie positive. Alors, est-ce que c'est vrai, ça? Je suis en train de me compliquer la vie. J'essaie de faire une démonstration la plus simple possible. Je ne pense pas que ça soit vrai, ça, ce que j'ai écrit, parce que j'ai pas implicitement, ça voudrait dire de la croissance, un truc comme ça. Si phi est plus petit que psi, oui, oui. Donc ça, c'est pas vrai, c'est une valeur absolue. Bon. Et donc, ça, c'est le caractère lipschitzien de la non-linéarité, le fait que les f, les phi, les psi soient majorés. Et donc, qu'est-ce que vous récupérez si vous regardez phi moins psi? Eh bien, vous en récupérez, si vous appelez θ égale phi moins psi. Donc, je veux démontrer que c'est positif ou nul, c'est ça? Ouais, je m'y prends vraiment très mal. Eh bien, j'aurai que dθ sur dt moins 1/2 de Laplacien θ plus L valeur absolue de θ est positif ou nul. J'ai oublié de dire que ici, je supposais qu'à l'instant initial, les phi étaient plus grands que les psi. De sorte que donc θ à l'instant initial est positif ou nul. Alors, je pense qu'on va s'en tirer par un simple... Il y a 36 mais je voudrais éviter de faire une démonstration vraiment trop compliquée. Quelle démonstration puis-je vous donner de ceci? Si je fais une transformation pour gommer, je vais avoir la partie négative. Ouais, pas terrible comme démonstration, mais ça va aller. OK. Alors, si je prends la partie négative d sur dt, donc je vais multiplier cette équation par θ, par la... Okay. Si je prends d sur dt du min de θ est de 0. Qu'est-ce que je suis? Je ne m'y prends pas très bien là. Hein. Donc, ce que je veux dire, c'est que si je prends d sur dt de l'intégrale de θ moins de la partie négative de θ, donc a priori, ceci doit être majoré par L fois
l'intégrale de la valeur absolue de θ de 1 de θ négatif. Nul. Donc, ce qui est bien L fois l'intégrale de θ moins, et que ça, et que donc ça permet de conclure par l'unité de Gromval. Donc, ce qui me gêne, c'est que si j'avais inférieur ou égal à 0 avec les plus, si je change tous les signes, c'est vrai, c'est l'argument de convexité. Et donc là, je me suis mal embarqué en prenant tous les signes à l'envers. Donc ça, cette propriété est une propriété de concavité de la fonction. La fonction θ-, c'est le maximum de moins de θ est 0. D'accord ? Donc c'est une fonction convexe pour moins θ. Donc ça correspond à écrire l'équation en moins θ, en inférieur ou égal à 0. Quand j'écris une fonction convexe comme ceci, c'est que j'ai en fait dθ- sur dt moins laplacien de θ-, un calcul tout à fait classique avec un E'. Alors j'ai changé le signe, ça fait moins L θ, valeur absolue de θ, mais là je le regarde où θ est négatif, c'est-à-dire que ça fait exactement moins L θ-, et négatif au nul. Donc voilà ce que ça entraîne. Ça, c'est même exact. θ, pourquoi je mets moins 1 ? C'est moins la partie négative de θ. Donc ça, c'est une propriété absolument générale. Quand je prends une fonction de θ, bien, les dérivées premières, c'est simplement la règle des fonctions composées, de dérivation des fonctions composées. Et puis pour la dérivée seconde, la partie dérivée seconde de l'opération non linéaire me donne un signe parce que cette opération non linéaire est une opération convexe. Donc quand je dérive deux fois, je récupère, comme c'est moins la dérivée seconde, je récupère un signe qui est encore plus négatif ou nul. Donc une fois que j'ai ceci, j'intègre par rapport à x, et je récupère que d sur dt de l'intégrale de θ-, bien l'intégrale par rapport à x disparaît, se majore par L fois l'intégrale de θ-, et je pars en t égale à 0, la partie négative vaut 0, et donc par Gromval, j'en déduis bien que l'intégrale de θ- est égale à 0. Voilà, donc là j'ai improvisé une démonstration que je voulais la plus courte possible de ce fait bien connu, peut-être au détriment de la clarté de la démonstration. Quoi qu'il en soit, c'est une propriété totalement standard, totalement classique des équations paraboliques semi-linéaires. Et voilà une démonstration rapide de ce principe de comparaison, qui est souvent établi avec des transformations exponentielles, etc. etc. Donc là, je me suis débrouillé un peu autrement. Bien. Alors, oui, ce que je voulais dire pour conclure, et peut-être que j'en reparle, je dirai encore 2-3 mots de la monotonie la semaine prochaine, c'est on avait compris des choses en faisant un tout petit peu en regardant la linéarisation d'équations comme ceci. C'était pour montrer des contre-exemples. Donc une remarque que je trouve assez intéressante, c'est que si je fais de la linéarisation par rapport à la condition initiale U0, eh bien, je dois récupérer ce principe de monotonie, je dois le retrouver à travers la linéarisation par rapport à U0. C'est-à-dire que le système linéarisé, il doit préserver la positivité. Il doit propager, préserver la positivité. Alors, qu'est-ce que je fais ? La linéarisation par rapport à U0, faisons-la en une solution très simple qui va consister à prendre U égale à 0, M égale à 1, supposer que f de x et de 1 vaut 0, et que f' de x et de 1, ben c'est une certaine expression A qui est positive ou nulle. Je linéarise maintenant et je récupère dv sur dt, moins 1,5 de Laplacien v, égale à n. V en t égale à 0, qui est positif ou nul, qui est un V0 positif ou nul. Et la question que je vais me poser dans un instant, c'est pourquoi V est positif ou nul. C'est l'analogue de la monotonie.
Et puis, si je garde le m pour l'instant, et puis on reviendra à la linéarisation du phi et du chi, eh bien, la linéarisation du m, c'est ce que j'ai baptisé n, ça fait donc dn sur dt, plus 1,5 de Laplacien n. La divergence de gradient un disparaît, et ce qu'il me reste, c'est la divergence de gradient Vm, c'est-à-dire Laplacien V égale à 0. Bon. Et n en t égale grand T est égal à 0. Vous avez une équation backward de la chaleur, avec un second membre qui est un Laplacien V. Vous avez une équation forward avec un AN. Vous regardez ce truc-là, pourquoi ça entraîne que V est positif ou nul? Ça n'a rien d'évident. Alors, pourtant, c'est vrai, et je vais le redémontrer. C'est vrai, mais c'est vrai aussi, la démonstration repose sur le fait que j'ai le Laplacien ici, le Laplacien là, et le Laplacien ici. Et ça, de quoi ça vient d'avoir le Laplacien partout? Ça vient du fait que j'ai la divergence de gradient U. C'est du fait que j'ai un demi de gradient U carré. Donc c'est exactement du même niveau que les observations que j'ai faites tout à l'heure qui ont conduit à ce système d'équations semi-linéaires. C'est spécifique. Le fait que j'ai le même opérateur ici et là, ce n'est pas spécifique. Mais que j'ai le même opérateur ici et là, ça c'est spécifique. Bien. Alors, pourquoi c'est vrai, la monotonie? C'est quand même assez tentant de faire des manipulations ici. On sent bien qu'on a envie de faire des manipulations du style qui égale... Alors, je vais quand même vérifier, parce que comme je fatigue... Ouais, au fond, non. Réfléchissons un tout petit peu. C'est quoi la linéarisation de phi? La linéarisation de phi, ça va consister à prendre un delta phi qui va être un moins e puissance moins u, mais u c'est 0, fois v. Donc la linéarisation de phi, c'est moins v. La linéarisation de chi, c'est quoi? Eh bien, delta m, c'est n. Delta phi, je viens de voir, c'est moins v. Et donc, phi, ça vaut 1, et ça me fait plus delta chi. Donc, on voit que la bonne variable assez naturellement, c'est de manipuler n plus v. Okay? Donc, je vais baptiser, c'est compatible avec ce qu'on a fait ici. Donc, j'écris n plus v égale chi. La première équation égale, n plus v égale kappa. Donc, kappa correspond à la linéarisation du chi. Donc, la première équation, je la réécris, c'est dv sur dt moins 1,5 de Laplacien v égale an. La deuxième équation, que devient-elle si je fais n plus v? Donc, je vais écrire que dqi sur dt plus 1,5 de Laplacien chi faisons le calcul, parce que là, sinon, à cette heure-ci, je vais faire n'importe quoi. Alors, Laplacien kappa, pardon. dn sur dt plus 1,5 de Laplacien n, ça me fait, j'ai un premier moins Laplacien v. Ça, c'est le dn sur dt. Ensuite, j'ai le plus dv sur dt plus 1,5 de Laplacien v. Donc, plus dv sur dt plus 1,5 de Laplacien v. Et le dv sur dt, c'est an plus 1,5 de Laplacien v. Donc dv sur dt, c'est an, plus 1,5 de Laplacien v, plus 1,5, ça fait plus 1, moins 1, ça s'en va. C'est fait pour, hein? Et donc je récupère ici an. Bah oui, ça vaut mieux. C'est la linéarisation de ce système d'équations elliptiques semi-linéaires. On a refait l'observation.
Donc la même observation que tout à l'heure en linéarisé me dit dv sur dt moins 1,5 de Laplacien v égale a fois kappa moins v, où a est une certaine fonction de x et de t. Et si je veux écrire avec des signes pour avoir des opérateurs positifs, moins dqi sur dt moins 1,5 de Laplacien qui égale moins an, et moins an, ça fait a v moins qui. V moins kappa, pardon. Donc voilà un système linéaire qui est le système linéarisé. Avec, je le répète, V en t égale à 0 est égal à V0 positif ou nul. Et kappa, hein, c'est n qui est égal à 0 à l'instant final. Donc n à l'instant final, ça veut dire que kappa moins v, ou v moins kappa, en t égale grand T est égal à 0. Alors, si on avait des équations forward tous les deux, le fait que les V soient positifs ou nuls, ça serait un phénomène connu, du fait que le A est positif. Pourquoi ce serait un système connu? Parce que c'est ce qu'on appelle un système coopératif. C'est-à-dire que la non-linéarité que l'on a là est par rapport à V ce qu'elle est, mais elle est surtout par rapport à l'autre inconnu croissante. Et de la même façon, pour l'équation kappa, c'est croissant par rapport à V. Et ça, ce sont des systèmes dits coopératifs pour lesquels on sait qu'on a le principe du maximum. Mais ça serait vrai si on avait ici plus d sur dt, plus d sur dt. Ce n'est pas une équation d'évolution. Donc, néanmoins, il y a bien le principe du maximum, c'est-à-dire que ça entraîne bien que V0 est positif ou nul, et que kappa est positif ou nul, que V est positif ou nul et que kappa est positif ou nul, et que ça n'a rien d'évident du tout. Alors la positivité, on peut voir le phénomène de bouclage que j'indiquais. Bien, si kappa est positif ou nul, l'équation en V me dit bien que V est positif ou nul, parce que c'est une équation linéaire en V avec un second membre positif ou nul. Si V est positif ou nul, l'équation en kappa me dit bien que kappa est positif ou nul, parce qu'effectivement, c'est une équation linéaire qui a le principe du maximum, avec un second membre qui est positif ou nul. Ça, c'est le renforcement, le bouclage dont je parlais. Alors, quelle structure ça a, cette équation? Parce qu'elle est quand même un peu bizarroïde. Alors, je vais vous faire une autre représentation de cette équation qui donne un parfum assez intéressant. D'ailleurs, au passage, ma conviction, c'est que si on prend des Hamiltoniens très généraux, ça s'effondre complètement. Alors, je ne sais pas vraiment le démontrer ça. Il faudra que je vous parle un peu des problèmes stationnaires la semaine prochaine. Mais vous voyez déjà, ma conjecture, c'est que si je remplace 1,5 de gradient U carré, donc conjecture, vous remplacez 1,5 de gradient U carré par 1,5 de A de x gradient U. Même A de x et de t. Et peut-être même une matrice à coefficient constant, mais qui n'est pas diagonale. De sorte que ici, au lieu d'avoir une divergence de gradient U, vous allez avoir ici une divergence de gradient U, vous allez avoir une divergence de A gradient U. Donc, entre la divergence et le gradient, vous mettez une matrice. Vous êtes en dimension supérieure ou égale à 2, parce que sinon, c'est diagonal. Et en dimension 1, je ne sais pas, avec un A de x et de t, je ne sais même pas. Eh bien, là, je ne suis pas du tout convaincu que le théorème soit encore vrai. Et je ne sais pas, c'est une question. Donc, conjecture, c'est dans ce cas-là, le théorème n'est pas vrai en général. Mais c'est mon sentiment. Mais je peux me tromper parce que je pensais déjà que c'était faux. Il y a 6 mois, je pensais que ce théorème était faux. Bon. Alors, une manière de un peu comprendre, d'essayer de comprendre ce qui se passe toujours dans ce cas-là, mais c'est, je le répète, très spécifique,
et ça sera ma dernière observation aujourd'hui, ultra spécifique, c'est de d'écrire les choses de la manière suivante. Alors, je vais prendre a égale 1 pour simplifier, mais c'est vrai en général, et ça peut être une fonction de x et de t. Mais d'écrire les choses assez explicitement, comme je vais le faire, c'est très spécifique à a égale 1. Mais bon. Je baptise pt le noyau gaussien de l'équation de la chaleur, c'est-à-dire e puissance moins x2 moins norme de x2 sur 2t sur racine de 2πt puissance n. Bon, j'ai dit qu'on était en dimension d, donc d. Alors, bien la dernière équation, l'équation en kappa, s'intègre à vue et vous dit que kappa est égal à v de grand T convolé avec P grand T moins petit t, parce que je suis en train de résoudre de l'équation de la chaleur de manière rétrograde de grand T à petit t, et que je pars de V à l'instant final, et que j'étouffe ma solution par une exponentielle. C'est le A, et donc c'est une exponentielle moins A, moins grand T, moins petit t. Ça, c'est le premier terme, qui est le terme correspondant à la condition finale. Maintenant, le terme ici est l'intégrale de petit t à grand T de V de S, j'ai un A devant, je vais avoir un e puissance moins A. Ouais, allez, je vais faire l'intégrale de 0 à grand T moins petit t, c'est plus sûr. Je vais mettre ici V de T moins S. Moi, je suis sûr de ne pas me tromper. V de T moins S. Je vais avoir un e puissance moins AS, ça c'est correct, un ds ici. Il ne me reste plus qu'à mettre la convolution qu'il faut. Donc, a priori, si je retournais le temps, ça serait t moins s, et puis s, je le remplace par grand T moins s. Et donc, je ne suis pas tout à fait sûr de ce que j'écris. Hein. T plus s moins t, paraît pas très bon ça. En s égale à 0, c'est négatif ça. Je ne suis pas très loin, mais ce n'est pas tout à fait ça. C'est p plus t moins s. Je veux aller trop vite. Alors, donc, si je change le temps, parce que moi je sais écrire que j'ai des choses comme ça, c'est v de s p de t moins s. Ah ben oui, c'est t moins s, tout bêtement. Puisque les deux sont changés de temps, et donc c'est S. Non, mais S, c'est toujours pas ça. Je vais y arriver. Il faut être. Parce que S varie entre 0 et T moins T. C'est T, c'est grand T moins petit. Donc là, je suis en train d'écrire kappa à l'instant T. S, lui, je ne l'ai pas touché, et c'est grand T. Moins T moins S, ça c'est possible, ça. Et c'est ça. Ouf. Voilà. Donc, voilà la représentation de... C'est la formule de comment on appelle ça, cette formule de variation des constantes. Hein. Ce n'est rien d'autre que la formule de variation des constantes pour l'intégration d'une équation différentielle ordinaire, à ceci près que c'est l'équation de la chaleur, donc il y a cette convolution avec le noyau de la chaleur, et que en plus j'ai changé le sens du temps, d'où tous les grands T moins T qui apparaissent. Alors, qu'est-ce que je suis en train de vous dire là? Je suis en train de vous dire là qu'on a une propriété qui est très amusante ici, c'est que tout ceci, vous pouvez lire ça comme une intégrale en espace-temps de V
et de y et de s par rapport à une mesure qui dépend de x et de t en y et en s. Donc, c'est une mesure qui est positive ou nulle. C'est une mesure de proba, quel que soit x et t, ça c'est fait pour. Et elle est supportée dans les temps ultérieurs. Le support de mu est contenu dans les s qui sont supérieurs à t. Hein, tout se passe après, hein, je suis en train de raisonner de manière rétrograde, donc je vais chercher les valeurs de v dans le futur. Donc, la deuxième équation est un cas particulier d'un opérateur intégral comme ceci, avec une mesure de probabilité, mais qui est supportée dans le futur. De sorte que si je reporte dans la première équation en V, j'ai en fait, au niveau de l'équation linéarisée, et ça je trouve ça, c'est quelque chose qui m'a un peu surpris, et je vous en parlerai peut-être en début de semaine prochaine, parce que là j'ai eu tellement de mal à écrire la formule de variation des constantes de tête qu'il va falloir que je m'arrête, ça vaudra mieux. Donc dv sur dt, moins 1,5 de Laplacien v, et je vais réécrire a plus a, qui est une fonction positive, v moins l'intégrale de v de d mu xt, voilà, est égal à 0. Et ça, donc, c'est une équation qui a lieu pour... c'est une équation avec une condition en t égale à 0 qui est égale à V0, positif ou nul. Eh bien, si vous regardez cet opérateur, l'opérateur qui est ici est un opérateur intégro-différentiel de saut. Et c'est un opérateur qui a le principe du maximum. Mais qui a le principe maximum dans l'espace-temps. Donc tout ceci, la bonne interprétation, c'est de dire c'est un opérateur AV égale à 0, où A est un opérateur du deuxième ordre très dégénéré, intégro-différentiel, qui correspond à un processus dans l'espace-temps, un processus de saut. Intégro-différentiel, qui est l'opérateur, hein, en xt, c'est un d sur dt, moins 1,5 de Laplacien, plus a fois, c'est l'intensité des sauts, et mu, c'est la manière dont on saute. Donc, grosso modo, pour simplifier, hein, vous sautez de xt à ys avec une probabilité qui est, de temps en temps, vous sautez je répète, de temps en temps, vous sautez de xt à ys, et c'est toujours dans le futur que vous sautez, avec une probabilité qui est gouvernée par mu, et l'intensité avec laquelle se produit de temps en temps est reliée au A. C'est l'interprétation du processus de Poisson. Donc, c'est de la diffusion en X, du transport constant en temps, et des sauts en espace-temps. Mais tout ça, ça fait un opérateur intégro-différentiel, qui a le principe du maximum, il y a une interprétation stochastique, c'est un opérateur qui a le principe du maximum. Et donc voilà pourquoi on peut aussi lire une seule équation pour le système linéarisé. Alors on peut démontrer le principe du maximum directement comme ceci. Donc la moralité de l'affaire, c'est que dans la linéarisation, il y a la possibilité de réécrire les choses pour voir qu'il y a effectivement le principe du maximum. Bon, c'est un peu curieux, hein, je vous l'accorde, mais c'est l'aspect forward-backward se combine pour créer une seule équation qui a bien le principe du maximum. De la même façon qu'en déterministe, les choses se combinaient en remettant dans l'équation en M l'expression de M en fonction de V, et on obtenait une équation elliptique. En général, si vous prenez le M
et que vous reportez le m dans l'équation qui est ici avec toutes ces expressions, vous obtenez des opérateurs, des dérivés d'ordre 4, etc. Je ne sais pas du tout pourquoi il y aurait le principe du maximum ou pas. Pourtant, dans le cas de gradient U carré, il y est. Donc, je ne prétends absolument pas comprendre tout ce qui se passe dans ce système. Je pense que là, maintenant, il est urgent pour clore cette question du principe maximum. J'aime bien de regarder cet aspect de linéarisation parce que ça donne encore un autre éclairage. Je ne dis pas que c'est plus simple, je dis que ça donne un autre éclairage. Et là, je vous ai donné à peu près toutes les bribes d'informations que j'ai sur cette question extrêmement naturelle qui est une propriété qualitative des solutions des jeux à champ moyen. C'est a-t-on une dépendance monotone des solutions par rapport au moins à la condition initiale en U? La réponse, c'est oui dans certains cas. En général, donc la question, c'est pour quel type d'hamiltonien lorsqu'on a un laplacien? Eh bien ça, je ne connais pas la réponse. Il y a simplement des petits éléments d'information. Il y a encore un peu plus de choses qu'on sait dire sur la linéarisation, mais je n'en sais pas beaucoup plus. Alors, je voudrais faire, la semaine prochaine, vous parler un petit peu des problèmes stationnaires et de l'analogue de cette propriété de monotonie pour les problèmes stationnaires. Et puis, on arrêtera sur les problèmes stationnaires. Après, je parlerai un peu de planification ou congestion, je ne sais pas. Enfin, en tout cas, je vous parlerai de planification. Planification, c'est quoi? Ça sera dans le cours, je ne sais pas quand encore. Planification, c'est de dire, je ne mets plus aucune condition initiale sur U, mais je mets des conditions initiales et finales sur M. En d'autres termes, je sais comment mes joueurs sont à l'instant initial et je voudrais les amener à une certaine position à l'instant final. Pour ce faire, mon inconnu nouveau, c'est le coût incitatif, qui est en fait un coût final, qui vont faire que comme ils anticipent et qu'ils ont ce coût à payer tôt ou tard, eh bien, ils vont se débrouiller pour faire ce que je veux. D'accord? C'est ça la planification. C'est aussi un problème inverse. Enfin, le dernier point, c'est la congestion. Congestion, c'est quand je me déplace, je n'ai pas de coût particulier. C'est-à-dire j'ai un coût qui est le même, peu importe l'endroit où je me trouve. Le coût pour la vitesse de déplacement, pour l'énergie cinétique, si vous voulez. Congestion, ça voudrait dire que, oui, faire un petit déplacement, s'il y a beaucoup de monde, c'est beaucoup plus cher. C'est beaucoup plus compliqué. Donc, de faire cela, ça va introduire de nouveaux opérateurs ici, avec des DM au dénominateur, etc. Donc ça, ce sera deux des aspects les deux aspects que je vais aborder. Et puis, il y aura des questions un peu plus mathématiques sur, quand je mets une puissance ici, qu'est-ce que je peux dire sur ces systèmes-là. Donc, c'est trois questions mathématiques. Vous avez bien compris que, peut-être par rapport aux cours précédents, là, on fait vraiment des EDP cette année. Et beaucoup d'EDP. Voilà, sur ce, une pause. Et puis on reprend dans un petit moment sur le séminaire.